Cela m'est arrivé il y a environ 5 ans. Je venais juste de terminer mes études universitaires avec un diplôme en développement international. Je voulais aider les communautés défavorisées à développer des projets significatifs et découvrir davantage le monde. J'étais jeune, naïve et impatiente de commencer. J'ai accepté l'un des premiers emplois qui m'ont été proposés. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'était en lien avec mes centres d'intérêt et surtout, cela m'emmenait dans un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai adoré tout dès mon arrivée. C'était beau, ensoleillé et verdoyant. Mes nouveaux collègues, tout le personnel local, étaient incroyables et très sympathiques. Mon patron m'a invité à jouer au football le dimanche avec sa famille. Mon collègue coordinateur de projet sortait danser avec moi les week-ends. Ma colocataire, une autre expatriée qui travaillait également dans le développement, était une femme amusante et pleine de vie que j'adorais. Je me sentais très chanceuse. Puis, un jour, tout a changé. Je marchais dans le centre-ville avec une amie. Il y avait un marché de fruits et légumes qui proposait des produits frais directement des agriculteurs. C'était à environ 20 minutes en bus de mon appartement, donc pas très proche, mais pas non plus incroyablement loin. Mon ami et moi avons chargé nos courses et avons commencé à marcher vers un coin tranquille pour appeler un taxi qui nous aiderait à ramener nos affaires à la maison. C'est alors que je l'ai entendu. « Hé, mademoiselle !» Et le type a récité mon adresse exacte. Il m'a fallu un instant pour réaliser qu'il criait mon adresse. Je me suis retourné pour voir un homme penché à la fenêtre de sa voiture, avançant lentement sur la route à côté de nous. Mon ami a également reconnu mon adresse et m'a demandé « Tu le connais ?» Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il a continué à crier « Oui, toi, tu habites dans la maison à l'arrière, au 2e étage, non ?» Cela a rendu la situation encore plus effrayante. Je vivais sur un grand terrain en banlieue avec 2 maisons, une à l'avant, où vivait ma propriétaire avec sa famille, et une autre à l'arrière. La 2e maison était divisée en 2 appartements. 2 étudiants vivaient au rez-de-chaussée, tandis que je vivais au 2e étage avec ma colocataire. Il était impossible de voir la 2e maison depuis la route, encore moins l'escalier qui menait au 2e étage. Mon cœur battait la chamade. Je voulais crier sur le type, mais j'avais peur. J'étais une femme de 22 ans vivant dans un pays étranger et je ne voulais pas attirer l'attention. Je ne savais pas comment les gens réagiraient, ni comment ils réagiraient. Alors nous avons continué à marcher. Mon ami a essayé de me rassurer en disant que peut-être il connaissait la famille de ma propriétaire. J'étais probablement la seule rousse du pays, peut-être était-ce un voisin que je n'avais jamais rencontré. Mais cette rencontre ne m'a pas laissé tranquille, elle est restée dans mon esprit. 1 semaine ou 2 ont passé, et j'ai cessé de regarder derrière moi à chaque fois qu'une voiture passait. J'ai commencé à me sentir en sécurité. Puis, il est réapparu. Je marchais pour rentrer du travail. Il faisait déjà sombre. Mon bureau se trouvait à environ 15 ou 20 minutes à pied de mon appartement, parfait pour se dégourdir les jambes rapidement. J'étais à mi-chemin quand j'ai senti quelqu'un m'observer. Puis, cette voiture qui avançait lentement à côté de moi, et j'ai su que c'était lui, sans même le regarder. Il a récité mon adresse en se penchant par la fenêtre, une main sur le volant. « Pourquoi si timide ?» a-t-il demandé. Je l'ai ignoré et j'ai continué à marcher. Il n'y avait personne aux alentours et il faisait déjà sombre. « Allez, viens !» a-t-il insisté. « Laisse-moi te ramener. Je sais où tu habites !» a-t-il dit, ce qui n'était rien de rassurant. J'ai commencé à sentir ma poitrine se serrer. Je voulais appeler quelqu'un, mais je ne savais pas ce qu'il ferait si je sortais mon téléphone. J'étais pratiquement en train de courir, mais il ne faisait qu'accélérer pour égaler mon rythme. « Écoute !» a-t-il dit, cette fois avec une voix dure, en colère. On n'ignore pas un homme comme ça. Je me suis demandé ce qu'il ferait s'il s'arrêtait. Il avait l'air fort et jeune, il pourrait probablement m'attraper, me faire du mal. Alors, j'ai fait quelque chose qui, rétrospectivement, semble absolument étrange. Je lui ai crié dessus de manière incontrôlée, rapide, dans ma langue maternelle, pas dans celle parlée dans ce pays, une langue qu'il n'avait probablement jamais entendue. J'ai crié des insultes et des menaces, tout ce qui me passait par la tête. Je n'oublierai jamais la confusion furieuse sur son visage, mais il a ralenti, me laissant courir devant. J'ai vu une femme à un arrêt de bus à l'intersection devant moi. Si je pouvais atteindre cette femme, peut-être qu'elle m'aiderait. Peut-être qu'il aurait peur. Quand je suis arrivé près de la femme, il était déjà parti. J'ai continué à marcher jusqu'à la maison, en regardant derrière moi à chaque pas. J'ai raconté à ma colocataire ce qui s'était passé. Elle m'a dit de ne pas perdre mon temps à le signaler à la police, car ils étaient corrompus et ne feraient rien. Quand j'en ai parlé à mon patron, il m'a dit la même chose.
Il m'a dit qu'il avait une batte de baseball et qu'il viendrait chaque fois que je l'appellerais. J'ai revu cet homme 2 semaines plus tard. Il était assis dans sa voiture, garée devant les portes de mon appartement. J'étais sur le point de sortir les poubelles, mais je me suis arrêté avant qu'il ne puisse me voir. J'en ai parlé à ma propriétaire, et quand elle est allée le confronter, il est parti. Cela a continué pendant des semaines, pas tous les jours, mais 1 ou 2 fois par semaine. Il était toujours là, à attendre. J'ai commencé à prendre des taxis pour aller et revenir du travail. Je ne voyageais jamais seul. Je dormais à peine, attendant qu'il fasse irruption et me tue. Le dernier week-end que j'ai passé à l'étranger, il a failli réussir. Je suis sorti boire avec un groupe d'amis, nous étions 4 au total. Nous fêtions la fin de mon contrat et j'étais heureuse de rentrer chez moi dans quelques jours. J'avais hâte de voir ma famille et je ne pouvais pas attendre de mettre un océan entre cet homme et moi. Nous avons bu des bières dans un bar local, à environ 5 ou 10 minutes à pied de mon appartement. Quand il a commencé à se faire tard, vers 1h du matin, nous avons essayé de trouver un taxi, mais c'était impossible. Les rues étaient pleines de gens et de voitures. Les taxis ne pouvaient même pas arriver là où nous étions. Alors nous avons pensé, même si d'autres nous ont déconseillé de le faire, marchons jusqu'à la maison. Ce sera plus rapide que d'appeler un taxi. Nous serons bien, nous sommes un groupe de 4, personne ne nous dérangera. Nous étions à mi-chemin lorsque nous avons dû traverser une route principale. Il n'y avait pas de lampadaire, ce n'était pas ce genre d'endroit. La route était complètement déserte, pas une seule voiture en vue. Nous avons traversé. Encore quelques minutes et nous serions de retour, mais ensuite nous avons vu les lumières vives d'une voiture s'approcher. Nous avons regardé en arrière. Une voiture de police, avec 2 hommes à l'avant, et je l'ai su, même si je ne pouvais pas voir à cause des lumières éblouissantes dans mes yeux. C'était lui qui conduisait. C'était un policier. Le Jeep a ralenti, comme je savais qu'il le ferait. Il a baissé la fenêtre et, avec un sourire moqueur, il a récité mon adresse. Belle nuit, n'est-ce pas? Mes amis ont immédiatement compris de qui il s'agissait. J'ai vu à quel point ils étaient nerveux. Nous étions seuls dans une rue sombre et déserte au milieu de la nuit. Ils étaient policiers, donc armés. Personne n'interviendrait, ce serait probablement trop dangereux. « Vous avez besoin qu'on vous dépose », a-t-il dit d'une voix séduisante. Son ami, que je pouvais maintenant voir, souriait jusqu'aux oreilles. « Mes derniers jours », me suis-je dit, et voilà comment ça se termine. Nous avons accéléré le pas. Je ne sais pas quel était notre plan, à part essayer de nous échapper. Puis j'ai entendu une des portes du Jeep s'ouvrir et le passager a sauté. Je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, bien que je n'ose pas me retourner pour voir. Nous étions déjà à l'angle de ma rue, à seulement 2 minutes de la sécurité. La voiture était juste derrière nous, et celui qui était sorti du véhicule aussi. 2 de mes amis étaient déjà devant, tandis qu'une autre amie me tenait la main et me tirait. Puis, de nulle part, une autre voiture est apparue. Elle venait dans la direction opposée, nous illuminant en s'arrêtant pour voir ce qui se passait. Je n'ai jamais été aussi reconnaissante. C'était un couple âgé, et ils avaient l'air inquiets. Je pense qu'ils savaient que quelque chose de très grave était sur le point de se produire. J'ai entendu, bien que je n'ai pas vu, la porte du Jeep de police se refermer brusquement. Ils ont presque failli nous renverser en démarrant à toute vitesse pour s'éloigner. L'autre voiture est restée pour regarder. Ils nous ont proposé de nous escorter jusqu'à chez nous, en conduisant à côté de nous, au cas où. Mais je savais qu'ils ne reviendraient pas cette nuit-là. Malgré tout, j'ai pris un taxi avec mes amis pour aller chez eux cette nuit-là. Nous avons emmené ma colocataire avec nous, juste au cas où. Rien ne s'est passé après cela. Mes 2 derniers jours ont été tranquilles, bien que je n'ai pas pu me débarrasser de la sensation qu'il pourrait réapparaître à tout moment. Lorsque je me dirigeais vers l'aéroport, avec toutes mes affaires empaquetées et prête à rentrer chez moi, mon taxi a été arrêté par un policier. Mon estomac s'est noué et je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas lui, même si cela aurait pu l'être. Ce n'est qu'une fois dans l'avion et une fois que j'ai atterri dans mon pays d'origine que j'ai finalement senti la terreur me quitter. Je suis toujours nerveuse lorsque des voitures s'approchent derrière moi, lorsque des hommes baissent leurs fenêtres pour me crier dessus. Ce n'est jamais lui, mais on ne sait jamais. Il est environ 9h du soir, un samedi, et je suis assis sur le siège passager d'un véhicule d'intervention armé.
circulant dans un quartier sensible au nord de ma ville. Au volant se trouve Adam, un ami proche et officier armé avec 7 années d'expérience dans l'unité. Tout est calme pour l'instant. Jusqu'à présent, nous avons saisi une moto volée que nous avons trouvée par hasard dans le même quartier, et nous avons également assisté à un accident de la route, apportant de l'aide aux conducteurs jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Toutes les patrouilles, depuis le centre de contrôle, restez en sécurité dans la zone de Orchard Road en raison d'une intervention active avec armes à feu. La radio s'anime avec ce message. À ce moment-là, nous nous préparons à être appelés et commençons à discuter des options d'équipement et de tactique. D'accord, si on s'arrête ici et qu'on s'équipe, je vais prendre mon arme conventionnelle et tu peux y aller avec l'arme conventionnelle et les balles en caoutchouc, me demande Adam. Oui mon pote, arrête-toi ici et on s'équipe, lui ai-je répondu. Nous nous sommes arrêtés sur un parking voisin, pratiquement vide, et avons commencé à nous équiper. À ce moment-là, la radio s'est à nouveau activée. TFC, toutes les unités hôtels, j'ai besoin que vous vous rendiez dans la zone de Orchard Road, s'il vous plaît, passez sur TACOPS 1 pour le rapport. À ce stade, nous étions assis dans nos voitures, écoutant le rapport. Nous avons changé nos radios sur le canal TACOPS 1 et avons attendu. Silence total. TFC, toutes les unités hôtels sur le canal, répondez avec votre indicatif d'appel, le commandant tactique des armes à feu rompt le silence. Dès lors, les unités commencent à se signaler, 5 au total, accompagnées d'un fourgon cynophile. Hôtel Sierra 3-1, ai-je annoncé par radio. Toutes les unités hôtels depuis TFC, ce travail concerne plusieurs signalements entre 20h30 et 20h45 sur une adresse de Orchard Road. Les informateurs rapportent avoir entendu des cris forts et des coups, ce qui semble correspondre à une agression ou une bagarre dans la maison. À 20h50, 3 agents d'intervention ont demandé de l'assistance, affirmant qu'il y avait un individu à l'intérieur avec une autre personne et qu'il proférait des menaces envers les agents et l'autre individu. À 21h04, j'autorise l'intervention avec armes à feu. Hôtel Roméo 72, je vous nomme commandant opérationnel des armes à feu, répondit l'opérateur. Reçu, unité, déploiement direct sur place, s'il vous plaît, confirma le TFC. Adam et moi avons commencé à nous équiper, tous deux en choisissant nos fusils G36, tandis que je prenais également un lanceur AEP non létal à titre de précaution. En quelques minutes, nous nous dirigions vers la Seine, à 11,2 km de distance. À mesure que nous nous approchions de la propriété, à environ 1,5 km de distance, nous avons croisé une des ARV. La radio était restée silencieuse pendant notre réponse. Nous nous sommes arrêtés devant la propriété. Des véhicules de police bordaient les rues, avec des agents visibles devant l'endroit. Des cordons de sécurité avaient déjà été mis en place autour de la rue et le fourgon cynophile était déjà sur place, avec le maître-chien à la porte principale. 3-1, nous sommes en position 5, ai-je déclaré sur le canal, les informant que nous étions arrivés. Nous avons garé la voiture et je suis rapidement sorti, étant accueilli par un agent d'intervention qui a commencé à m'informer de la situation. « Salut mon pote. Nous avons 2 femmes à l'intérieur de la propriété que nous connaissons. L'une d'elles tient l'autre en otage. Elle s'est barricadée à l'intérieur et profère des menaces envers nous ainsi que la victime. Le maître-chien a essayé de lui parler, mais jusqu'à présent, aucun progrès n'a été fait, m'a-t-il expliqué. Très bien. Avons-nous une équipe avec des tasers et savons-nous s'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur ? Lui ai-je demandé. Oui, nous avons des agents avec des tasers à l'arrière et à l'entrée principale. Nous avons vérifié et il n'y a pas d'autre moyen de s'échapper, à moins qu'elle ne saute par une fenêtre, qui est également sous surveillance. Nous n'avons vu ni entendu mentionner quelqu'un d'autre, donc pour l'instant, nous ne sommes pas sûrs, a-t-il répondu. Adam et les 2 autres officiers armés du véhicule se sont joints à nous alors que nous étions près de notre ARV recevant le briefing. Je me suis tourné vers les autres agents armés en leur demandant « Vous avez tout entendu ?» Chacun d'eux a répondu par des hochements de tête et des affirmations. « Très bien, qu'en pensez-vous ? On contient la situation et on appelle. Peut-être essayer d'obtenir un négociateur ?» ai-je demandé. « Eh bien, si on essaie de négocier maintenant, bien sûr, si ça s'intensifie, on procédera à une fouille d'urgence. » a commenté l'un des agents. « Oui, je suis d'accord avec ça, » ai-je répondu, alors que les autres agents approuvaient également. « Très bien, allons-y les gars. Nous avons environ 4 ARV en route, donc nous pourrons les mettre à jour. Mais organisons-nous maintenant, » ai-je dit. « D'accord, je vais mettre à jour le centre de contrôle pendant que vous avancez, » a répondu Adam. Je me suis dirigé vers l'avant de la maison, suivi des 2 agents armés.
Environ 8 agents étaient positionnés devant, 2 avec leur taser dégainé, tandis que le maître chien tenait son chien prêt à intervenir. Les autres agents étaient en couverture, l'un d'eux essayant de parler à la suspecte. « Salut, nous avons été informés. Si les négociateurs peuvent se retirer pour nous, s'il vous plaît, 4 des agents, à l'exception des 2 avec les tasers, du maître chien et de l'agent qui tentait de parler avec la suspecte, se sont maintenant retirés de l'avant, nous laissant de l'espace. » Je me suis penché par la fenêtre, voyant une porte ouverte menant à une cuisine bien éclairée, dans l'encadrement de laquelle se trouvaient 2 silhouettes que j'ai pu identifier comme mesurant environ 1,55 m. L'une d'elles tenait l'autre dans ses bras, et un objet était pointé contre sa gorge. « Contact, 2 sujets », ai-je dit aux autres agents. Un déclic s'est fait entendre derrière moi, alors qu'un des agents préparait son lanceur de balles en caoutchouc. Un autre se penchait plus à ma droite, avec son taser dégainé dans sa main droite. « Police armée, restez exactement où vous êtes, levez les mains maintenant », ai-je crié fortement à la paire. J'ai allumé une lampe et le salon que j'observais s'est illuminé. J'ai clairement vu un couteau contre la gorge de la victime. « Couteau, lâchez le couteau maintenant », ai-je crié en levant mon fusil vers les 2. « Je vais la trancher si vous approchez, foutez le camp d'ici », a répondu la suspecte. « Lâchez le couteau maintenant, nous sommes la police armée », a crié l'agent à ma droite. Adam s'est rapidement approché avec un bélier. « Hôtel Roméo 49 au TFC, un des agents a appelé par radio. »« Allez-y 49, » a répondu le TFC. « Oui, nous avons la situation sous contrôle et nous discutons. 2 occupants, l'un avec un couteau. Nous avons besoin d'un négociateur, s'il vous plaît, et l'ETA des autres ARV, a informé l'agent. Reçu, toutes les ARV seront sur place dans 5 minutes. Je vais essayer d'obtenir un négociateur, a répondu le TFC. Un autre ARV s'est arrêté et 3 autres agents armés, l'un d'entre eux étant l'OFC, se sont approchés de nous. « Rapport ?» demanda l'OFC. 2 occupants, l'un avec un couteau, l'autre présumé victime. Des menaces ont été proférées envers les occupants et les agents. Le négociateur est en route. Les échanges verbaux sont en cours, a répondu l'un des agents. Très bien, essayons d'établir la communication avec eux. Préparez-vous à une intervention d'urgence si ça s'intensifie, a déclaré l'OFC. Je maintenais toujours la paire en ligne de mire, mon fusil pointé sur la suspecte. On peut amener un bouclier ici pour nous couvrir, ai-je suggéré. Oui, bonne idée, a répondu un agent, tandis qu'un autre partait chercher un bouclier. Rapidement, l'entrée a été autorisée et nous avons procédé à l'effraction de la porte, neutralisant la suspecte et assurant la sécurité de la victime. Finalement, les lieux ont été sécurisés et la suspecte a été arrêtée. Plus tard, nous avons découvert que la suspecte avait été condamnée pour son crime et avait reçu une peine avec sursis de 2 ans, en plus d'être obligée de suivre un programme de traitement pour alcoolisme. Il a également été révélé que la cause de l'incident était la violence domestique. Je vis dans une grande ville du Sud. C'est une ville assez vaste, et en tant que telle, on se retrouve à conduire partout à n'importe quelle heure de la journée. Ce n'est pas une histoire élaborée ni typiquement effrayante, mais il y a suffisamment de questions sans réponse pour que j'en frissonne encore en y repensant. Il était environ 1h30 du matin, et je conduisais de retour à la maison depuis chez un ami avec ma copine de l'époque, Alison. Nous avions un peu fait la fête, mais comme c'était moi qui conduisais, j'avais choisi de rester sobre. Alison avait pris quelques verres, mais rien de sérieux, et plusieurs heures s'étaient écoulées. La maison d'où je sortais n'était pas dans un quartier particulièrement mauvais, mais pas dans un bon non plus. Dans la ville où je vis, il y a de nombreuses zones gentrifiées où des dealers de crack vivent à côté de familles de 4 personnes. C'est un endroit où tout va bien durant la journée, mais où l'on ne voudrait pas marcher seul dans les rues tard le soir. Connaissant le quartier, j'ai décidé de prendre un raccourci par une rue secondaire. En arrivant à un stop, je regarde derrière moi et je vois un pick-up sortir d'une rue adjacente, derrière moi, à ma gauche. Je repars du stop et il continue de me suivre. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. La rue n'avait pas beaucoup d'éclairage, il faisait donc assez sombre et je ne pouvais pas voir à l'intérieur de la cabine du pick-up. Je conduis sur environ 6 mètres supplémentaires et soudain, je vois des lumières bleues dans mon rétroviseur, des lumières de police. Je me dis « Oh non, encore une fois ». Cependant, en regardant dans le rétroviseur, je remarque plusieurs choses qui ne collent pas. Tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de pick-up de police dans le centre-ville. Certes, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas courants.
Deuxièmement, les lumières de police ne sont pas sur le toit de la cabine, comme sur une voiture de police normale, mais à côté des phares, comme sur une voiture de détective. J'ai également remarqué qu'il y avait un désodorisant suspendu à son rétroviseur. J'ai déjà eu affaire à des policiers à de nombreuses reprises, mais je n'en ai jamais vu un avec le désodorisant typique en forme de sapin. Enfin, alors que je continuais à avancer lentement, en réfléchissant à la situation et en envisageant de m'arrêter, j'ai remarqué le dernier détail étrange. Il n'y avait pas de sirène de police, ni de klaxon. Il était tard, il faisait sombre, et j'ai continué à rouler lentement tout en réfléchissant à tous ces facteurs étranges. Si je n'avais remarqué que les deux premiers détails, je pense que je me serais arrêté, mais le fait que les lumières bleues continuaient de clignoter sans aucune sirène était tout simplement bizarre. Je sais que dans mon état, il est légal de s'arrêter dans une zone bien éclairée la nuit dans ces circonstances. J'ai donc décidé que le désodorisant, la position des lumières et l'absence de sirène étaient trop étranges. Je ne voulais pas risquer de m'arrêter dans une zone dangereuse, alors j'ai décidé de continuer à environ 20 km/h jusqu'à arriver à une station-service. Le pick-up continuait de me suivre. Il y a beaucoup de dos d'âne et de panneaux de signalisation dans cette rue, et en pensant que cela pourrait être un policier essayant de m'arrêter, j'ai respecté toutes les règles de circulation. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui m'a fait déterminer que ce pick-up n'était pas celui d'un policier, c'est qu'il respectait également toutes les règles de circulation. Quand un policier veut que tu t'arrêtes, et si tu ne le fais pas, il ne te laisse pas t'arrêter à un stop pour te laisser filer. Ce type s'arrêtait quand je m'arrêtais, avançait quand je le faisais, et a même tourné quand j'ai décidé de sortir sur une rue plus fréquentée. Après environ 100 mètres, il a éteint ses lumières, à la fois les lumières bleues et les phares principaux. Il a tourné à gauche derrière moi et est parti à toute vitesse. C'est à ce moment que j'ai su que ce n'était pas un policier. Je ne sais pas exactement ce que j'ai évité cette nuit-là. Je conduis une belle voiture, donc cela aurait pu être une tentative de vol de voiture, mais je n'exclus pas quelque chose de pire. Si ce n'était pas pour la présence de mon ex-petit ami, je me serais peut-être arrêté. Au final, je suis juste content de ne pas l'avoir fait. Cela s'est passé il y a presque 10 ans, quand j'avais 13 ans. Je me souviens que mon ami et moi étions très excités à l'idée de demander des bonbons pour la première fois à Halloween sans nos parents. Nous vivions dans un petit village où il ne se passe jamais rien et nous pensions que cette soirée serait la même. Tout a commencé comme n'importe quelle autre nuit d'Halloween. Nous avons ramassé des bonbons, rencontré beaucoup de nos camarades de classe et nous nous sommes beaucoup amusés. À 8 heures du soir, nous nous sommes rendus compte qu'il était temps de rentrer à la maison. Mais en chemin, nous sommes passés devant la maison de notre professeur. Elle n'était pas chez elle, et la rue n'était pas très éclairée. Pour couronner le tout, la plupart des maisons avaient déjà éteint leurs lumières et rangé leurs décorations d'Halloween. Mon ami et moi étions un peu effrayés et déçus par le manque de bonbons. Nous voulions quitter cette rue le plus rapidement possible. C'est alors qu'un homme est apparu sous l'une des rares lumières de la rue. C'était un policier. Aucune de nous ne l'avait remarqué auparavant, probablement à cause de l'obscurité, mais il avait l'air très amical. L'agent s'est présenté et a désigné une maison de plain-pied plutôt banale. Il a dit qu'un homme âgé qui vivait dans cette maison invitait les enfants à entrer lorsqu'ils venaient demander des bonbons. Quelqu'un avait appelé la police, mais quand il était arrivé, personne n'avait répondu à la porte. Il nous a dit que sa voiture de patrouille et son collègue étaient juste au coin de la rue. Nous avons regardé autour de nous, mais nous ne les avons pas vus. J'étais une enfant assez paranoïaque en grandissant. Ma mère adorait regarder des émissions policières et me donnait toujours des morceaux de conseils. L'une de ces histoires concernait de faux policiers, bien que je ne me souvienne plus des détails. Je me rappelais que des gens pouvaient se faire passer pour des policiers afin de gagner la confiance des autres. Tout au long de cet échange, j'étais terrifié. Le fait qu'il n'ait ni plaque d'identification, ni voiture de police, ni collègue me semblait étrange. J'étais aussi confuse, car il souriait et semblait seulement vouloir aider, jusqu'à ce que nous entendions sa demande étrange. Il nous a dit qu'il devait parler à ce possible prédateur et qu'il avait besoin de notre aide. Étant donné que nous étions de jeunes filles, l'homme répondrait si c'était nous et non le policier. Il nous a dit qu'il se cacherait derrière les buissons près de la porte principale. Il attendrait que l'homme nous invite à entrer, puis il surgirait pour le prendre sur le fait. À ce moment-là, j'ai compris que mon amie ressentait la même chose que moi. Nous sommes restées silencieuses, mais l'une de nous a réussi à demander si nous pouvions en discuter. L'agent a dit oui, mais nous a rappelé que nous n'avions pas beaucoup de temps.
La rue était silencieuse, on pouvait tout entendre. Je me souviens de la sensation de vouloir dire quelque chose, mais j'avais peur qu'ils nous entendent et que la situation devienne dangereuse. Nous nous sommes simplement regardés pendant ce qui a semblé être une éternité. L'agent devenait de plus en plus impatient et nous a dit que nous devions décider rapidement. À ce moment-là, une famille descendait la rue et a remarqué l'agent. Il s'approchait pour voir ce qui se passait. C'est alors que l'agent a dit qu'il reviendrait dans un moment et qu'il est parti sans aller nulle part. Mon ami et moi avons rapidement organisé nos idées et avons décidé de fuir. Nous avons couru pour sortir de cette rue et nous ne nous sommes pas retournés. Sur le chemin du retour, nous avons discuté de théories allant du fait qu'il s'agissait d'un faux policier, qu'il nous faisait une blague, ou qu'il s'agissait d'un vrai policier, et que nous avions mal interprété la situation. Quand nous l'avons raconté à nos parents, nous avons beaucoup minimisé l'événement et douté de ce que nous avions vécu. Finalement, nous n'avons pas appelé la police, mais nos parents ont conduit jusqu'à cette maison et aux alentours. Il n'y avait ni voiture de patrouille, ni policier en vue. Avec le recul, je ne peux pas dire que je regrette de ne pas avoir appelé la police à ce moment-là. Mon ami et moi étions convaincus d'avoir mal interprété ce qui s'était passé. Nous l'avons même raconté à notre classe le lendemain, et la plupart des élèves, y compris notre professeur, ont pensé que ce n'était pas alarmant. En y repensant, il me semble extrêmement étrange qu'un agent de police ait mis 2 enfants dans une situation potentiellement si dangereuse, et encore plus sans la présence de nos parents. Je me demande quelles étaient ses véritables intentions, mais malheureusement, cela restera un mystère non résolu. D'abord, un peu de contexte. Quand j'étais plus jeune, entre 10 et 15 ans, j'ai 19 ans maintenant au fait, je vivais dans une zone semi-rurale, avec de petites villes entourées de champs. Pendant cette période, j'avais un meilleur ami qui vivait dans une autre ville, mais assez proche pour que nous puissions nous rendre visite seuls. Il y avait une route assez longue qui reliait nos 2 villes, ainsi qu'une autre plus éloignée, et nous vivions tous les 2 tout près de cette route. Nous nous voyions presque tous les jours. Cependant, mon ami Alan et moi ne nous envoyions presque jamais de messages. Bien que j'étais souvent sur les réseaux sociaux et autres, lui était du genre à ne presque jamais utiliser son téléphone, au point de souvent le perdre chez lui ou chez un ami. Donc, la seule fois où nous nous envoyions vraiment des messages, c'était pour nous prévenir si l'un de nous ne pouvait pas se voir ce jour-là. Si nous ne nous envoyions rien le matin ou la veille, cela signifiait que nous nous verrions plus tard dans la journée. Si le temps n'était pas assez bon pour rester dehors, je me rendais généralement chez lui. Il avait bien plus de jeux vidéo que moi. Le chemin que je prenais pour aller chez lui faisait environ 1,5 km, je crois. C'était le seul chemin possible, car nos villes étaient séparées par une rivière. Donc nous devions traverser le pont pour passer d'une ville à l'autre. Laisse-moi te décrire le chemin pour que tu puisses t'en faire une idée. D'abord, il y a beaucoup de maisons, puis seulement quelques-unes, et une usine chimique de l'autre côté de la route. Ensuite, il n'y a plus que des arbres de mon côté, tandis que l'usine reste de l'autre. Après vient le pont, qui n'est pas très long car la rivière n'est pas très grande. De mon côté, il y a 2 sentiers qui longent la rivière, où certaines personnes allaient marcher ou pêcher. Après le pont, il n'y a plus que des arbres jusqu'à la fin, où se trouve un entrepôt, et les rues où vit Alan. J'avais emprunté ce chemin des milliers de fois auparavant, avec lui, avec mes parents ou seul. Bien qu'il n'y ait généralement pas beaucoup de monde qui marchait par là, je ne me suis jamais senti nerveux en y marchant, même quand il commençait à faire sombre. Mais, comme je l'ai mentionné plus tôt, cette route reliait 3 villes, donc il y avait généralement quelques voitures qui circulaient. Cependant, un jour, quelque chose a mal tourné. Cette histoire s'est passée quand j'avais 13 ans. Je me rendais chez Alan, comme d'habitude, et quand je suis arrivé dans la zone avec moins de maisons, une camionnette blanche qui venait derrière moi a ralenti à ma hauteur, avec la fenêtre ouverte. Plusieurs conducteurs perdus m'avaient déjà demandé des indications auparavant, donc cela ne m'a pas trop surpris, et j'ai simplement regardé l'homme à l'intérieur de la camionnette. Des années ont passé depuis cet événement, donc je ne suis pas sûr à 100% de son apparence. Je me souviens juste qu'il devait avoir entre 30 et 40 ans, qu'il était chauve, sans moustache ni barbe. Il avait un sourire un peu inquiétant, mais je n'y ai pas prêté attention, et j'ai juste attendu qu'il dise quelque chose en continuant à marcher lentement. Comme je marchais, il a ajusté sa vitesse à la mienne pour que nous puissions parler. « Salut », a-t-il finalement dit.
Je lui ai aussi dit bonjour, attendant encore une question. « Où vas-tu » a-t-il demandé, souriant et me fixant du regard. J'ai froncé les sourcils parce que ce n'était pas la question que je m'attendais à entendre. À ce moment-là, je n'étais pas encore effrayé, juste confus. Je lui ai demandé pourquoi il voulait savoir ça et il a répondu « Si tu n'as rien à faire, je peux t'emmener faire un tour. Ça te dit ?» C'est là que tout a commencé à devenir vraiment étrange et j'ai vraiment voulu partir parce que je commençais à avoir peur. J'ai décidé de mentir, pensant qu'il me laisserait tranquille s'il savait que quelqu'un m'attendait, alors je lui ai dit « Oh, je ne peux pas, je rentre chez moi et mes parents m'attendent. » Mais bien sûr, il n'est pas parti. Il continuait à sourire et à me regarder, roulant à mon rythme. Il a dit « C'est pas grave, on peut juste faire un petit tour alors. » À ce moment-là, je savais que cet homme essayait de m'emmener ou de faire quelque chose de pire. Mais j'ai réussi à rester calme et à ne pas montrer ma peur. J'ai insisté. « Non, mais sérieusement, je ne peux pas, je suis déjà en retard, je dois me dépêcher. » Mais on aurait dit qu'il voulait vraiment faire ce qu'il avait prévu de me faire, et il a répondu « Oh, alors je te ramène chez toi. Je ne veux pas que tu te fasses gronder, mais pour ça, tu dois me faire un bisou. » Il s'est alors penché plus près de la fenêtre et a fait un baiser avec sa bouche, attendant que je l'embrasse. À ce moment-là, nous étions très près du pont, ce qui signifiait que la maison d'Alan était encore assez loin. Pour une raison quelconque, il ne m'est pas venu à l'esprit de simplement faire demi-tour et de courir pour sauver ma vie vers chez moi ou vers le centre de l'usine. Alors j'ai juste continué à marcher et à refuser son offre. Bien sûr, il a insisté. « Allez, juste un bisou ici. » Je me souviens avoir souhaité qu'une voiture ou quelqu'un apparaisse pour m'aider, mais la route était déserte ce jour-là. Il a insisté encore quelques fois, et j'ai continué à dire non, de plus en plus effrayé à chaque fois. Finalement, lorsque nous traversions le pont, une idée m'est venue. Ce que je n'avais pas mentionné avant, c'est qu'il y a une maison de l'autre côté de la rivière. C'est là que vit la personne qui s'occupe de la zone avec sa famille. En général, les véhicules n'étaient pas autorisés à descendre au bord de l'eau, donc j'ai pensé qu'il ne me suivrait pas si j'allais là-bas. Alors je lui ai dit « Non, sérieusement, je n'ai pas besoin de toi, ma maison est juste là. » Et j'ai rapidement tourné à droite comme si j'allais chez moi. Cependant, ce n'était qu'une décision à moitié intelligente, car à part la maison, il n'y avait rien d'autre que des arbres et de l'eau pendant presque 3 kilomètres. Donc, s'il n'y avait personne dans la maison ou au bord de l'eau, j'aurais été à sa merci. Que se passerait-il s'il attendait sur le pont et voyait que personne n'ouvrait la porte ? Il aurait pu descendre et m'emmener là même. Heureusement, un homme promenait son chien juste à côté de la maison. J'ai couru vers lui et je me suis immédiatement accroupi devant le chien pour le caresser, essayant de faire comme si l'homme était mon père ou quelque chose comme ça. Bien sûr, l'homme était confus, alors j'ai commencé à lui expliquer toute la situation. Mais il s'est avéré qu'il ne s'en souciait absolument pas, et il est parti avant que j'aie même fini de tout lui expliquer. Je l'ai vu s'éloigner, se dirigeant vers le pont et remarquant que la camionnette n'était plus là. Je me suis senti soulagé, mais je ne voulais pas revenir sur le chemin car j'avais peur qu'il soit caché un peu plus loin, m'attendant. Je suis resté près de cette maison pendant environ 2 ou 3 minutes, essayant de décider quoi faire ensuite quand une camionnette blanche a traversé le pont à nouveau. Quand je l'ai vue, j'étais terrifié à l'idée que ce soit encore le même type. C'était une camionnette très commune, sans aucune distinction, donc je ne pouvais pas savoir si c'était vraiment lui, mais il roulait très lentement, comme s'il cherchait quelque chose. Je suis resté paralysé pendant quelques secondes, puis j'ai couru pour sauver ma vie le long de la rive pendant un bon moment avant de sauter dans la forêt. J'ai couru environ 2 kilomètres, et honnêtement, je ne pensais pas être capable de courir autant. Quand je suis finalement arrivé chez Alan, il m'a fallu 10 minutes pour reprendre mon souffle. Je tremblais et j'étais complètement épuisé après avoir couru autant. Je ne me souviens plus pourquoi, mais au lieu de frapper à la porte, je l'ai appelé au téléphone. Devine quoi, c'était l'un des rares jours de l'année où il n'était pas chez lui, mais il avait oublié de m'envoyer un message le matin. Je suis resté près de chez lui pendant environ 2 heures, mais j'avais trop peur de rentrer chez moi car je pensais que l'homme était peut-être encore sur la route. Cependant, je ne voulais pas non plus appeler mes parents, de peur qu'ils m'interdisent de retourner seul chez Alan à l'avenir. Finalement, j'ai décidé de rentrer, mais au lieu de prendre le même chemin, j'ai marché à travers la forêt le long de la rive, cherchant un autre pont pour traverser la rivière. J'ai pris un chemin beaucoup plus long et plus compliqué, mais je me sentais plus en sécurité ainsi. Mes parents ne savent toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là et je n'ai jamais osé leur en parler.
En y repensant, je me demande ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas pris la décision de m'éloigner de la route et de me diriger vers la maison où vivait cet homme avec son chien. La camionnette blanche et cet homme me hantent encore parfois, surtout quand je marche seul dans des endroits isolés. Je n'ai jamais revu ce type et je suis soulagé d'avoir réussi à échapper à cette situation dangereuse. C'est une expérience qui m'a marqué et même si cela fait des années maintenant, j'en ressens encore les effets. Depuis, je suis devenu beaucoup plus prudent, surtout lorsqu'il s'agit de faire confiance à des étrangers. Je vais m'abstenir de donner trop d'informations parce que cet harceleur me fait vraiment très peur. Heureusement, il ne comprend pas la langue, donc j'espère qu'il ne tombera jamais sur cette vidéo. Il y a quelques années, j'ai déménagé pour me rapprocher de mon copain et pour faire un doctorat dans son pays. Je ne dirai pas où, mais c'est quelque part de l'autre côté de l'océan. Au début, j'étais très excité. C'était une aventure merveilleuse, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. C'est difficile de décrire la complexité de ce que je ressentais. Je me sentais seule, incomprise, loin de ma famille et de mes amis, et même si mon copain est formidable, je ressentais vraiment le poids de ne trouver aucune connexion humaine. Cela pourrait expliquer pourquoi j'ai agi de manière si étrange et déconnectée de la réalité dans l'histoire qui suit. Je suis aussi une femme très naïve, et j'aime voir le meilleur chez les gens qui m'entourent. Cela m'a causé des problèmes à plusieurs reprises, mais cette histoire est peut-être l'exemple le plus grave de là où m'a mené cette attitude candide. Mon copain et moi sommes un peu aventureux quand on s'amuse. On le fait seul, par nous-mêmes, et on ne participe pas à des événements ni rien. J'ai un compte sur un site bien connu pour ce genre d'activité. J'y vais pour trouver de nouvelles idées pour nos séances, et, parfois, juste pour le plaisir, mais je poste rarement des photos, sans visage, sans tatouage, et j'utilise souvent des perruques. De temps en temps, des personnes intéressées me contactent, même si j'indique clairement que je ne suis pas disponible. D'habitude, ils envoient des messages copiés-collés que j'ignore. Cependant, de temps à autre, je reçois un message plus personnel, et je fais l'effort de répondre que je ne suis pas intéressé, que je suis déjà en couple. C'est ainsi que ma conversation avec Nicolas a commencé. Il n'est pas venu avec un « veux-tu être ma soumise ?» mais plutôt avec de la curiosité sur comment j'avais débuté dans ce domaine, affirmant qu'il était assez nouveau et qu'il était intéressé à comprendre le style de vie. Et bien sûr, j'ai expliqué volontiers. Les explications se sont transformées en conversation. Il m'a dit qu'il était policier et qu'il enquêtait sur des cartels de drogue. Il m'a aussi raconté qu'il était marié et qu'il avait des enfants. Curieusement, nous avions beaucoup de passe-temps en commun. Beaucoup. Je ne rentrerai pas dans les détails de ces passe-temps, mais ils sont assez spécifiques. Étant très seul, combiné au fait que je pensais pouvoir lui faire confiance parce qu'il était marié et avait des enfants, j'ai accepté son invitation à commencer à discuter sur WhatsApp. Je tiens à préciser que mon copain était au courant dès le premier jour. De plus, Nicolas et moi avions parlé sur ce site pendant près de 3 mois avant de passer à WhatsApp. Il était très amical et s'intéressait à ma vie quotidienne. Il m'envoyait des photos de ses enfants et des enquêtes sur lesquelles il travaillait. Cela a continué pendant 3 autres mois, et un jour, il m'a dit qu'il devait interroger un suspect près de l'endroit où je vivais et m'a demandé si nous pouvions prendre un café. J'ai accepté, et nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Maintenant, avant que quelqu'un ne s'inquiète, mon copain était en excursion avec des amis pendant quelques semaines. Je lui ai envoyé un message, mais il n'avait pas de réseau. De plus, nous avons une relation basée sur beaucoup de confiance. Il a beaucoup d'amis, et dans mon pays, je sortais souvent avec des garçons. Ce n'est pas quelque chose de rare pour nous. En revenant à cette première rencontre, c'était comme si nous nous connaissions depuis des années. Nous avons passé un bon moment dès le début, et j'étais tellement heureuse d'avoir trouvé un ami loin de chez moi. Il savait que j'adorais lire des thrillers et regarder des vidéos d'enquête criminelle, alors il m'a montré tout son équipement, des menottes, des kits de prélèvement pour de petites enquêtes, d'autres restrictions, etc. À ce moment-là, ça ne m'a pas semblé bizarre. Mais en y repensant, je me rends compte que c'était peut-être une manière de me montrer ce dont il était capable. Cependant, au fur et à mesure que la soirée avançait, après quelques verres dans un bar voisin, il m'a plaqué contre un mur et m'a embrassé. J'étais sous le choc, vraiment, et je n'ai que difficilement réussi à le repousser. Je lui ai dit que c'était inapproprié, qu'il était marié et que j'étais en couple. Il s'est beaucoup excusé et était très embarrassé.
Il m'a dit qu'il sentait qu'il y avait quelque chose entre nous et je lui ai répondu « Oui, ça s'appelle de l'amitié ». J'étais déçu et nous nous sommes séparés. Quelques jours après, malgré ses excuses répétées, il m'a rappelé pour que nous nous revoyions. Il voulait m'emmener en balade dans sa ville natale, un endroit magnifique. Il avait une moto et voulait que je profite du paysage de son pays, que je connaissais à peine. J'ai accepté. Je veux dire, c'est sa ville natale, il y travaille et y vit avec sa femme et ses enfants. J'étais sûr que ce serait sans danger. En résumé, ça ne l'était pas. Il m'a de nouveau embrassé et a tenté d'aller plus loin, au milieu d'un parc où il emmenait ses propres enfants jouer le week-end. Alors, je lui ai demandé de me ramener à la gare routière pour que je puisse rentrer. Ce qu'il a fait, mais ensuite, il m'a raconté une histoire sur la façon dont il avait piégé un trafiquant de drogue en modifiant les messages que sa petite amie lui envoyait. En gros, il a fait croire à ce type qu'elle le trompait pour qu'il la confronte, et ensuite, il l'a arrêtée. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est possible, mais après ce qui venait de se passer, ce que j'ai entendu, c'était « Je peux faire croire à ton copain que tu le trompes ». Et mon copain était toujours en excursion à ce moment-là. Nous parlions une fois tous les quelques jours et je lui ai tout raconté dès qu'il a eu du réseau. Entre-temps, j'ai confronté Nicolas à son comportement étrange, car il est passé de « désolé, je crois que je suis amoureux de toi » à « si tu en parles à la police, qui crois-tu qu'ils vont croire? Toi, une immigrée ou moi ?» J'étais terrifié et j'ai essayé de calmer les choses avec lui. J'avais l'impression qu'il pouvait péter les plombs à tout moment. De toute évidence, il n'était pas habitué à être rejeté par les filles. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il serait plus sûr pour moi et mon copain de garder contact avec Nicolas, même si c'était avec moins d'enthousiasme qu'avant. Mais après avoir compris à quel point il était obsédé, je l'ai bloqué sur toutes les plateformes où je savais qu'il avait un compte. Mais il m'a retrouvé. Il m'a envoyé mon adresse, me demandant si j'aimais vivre dans cette partie de la ville. Je ne lui ai jamais donné mon adresse. Je suppose qu'il a pu tirer quelques ficelles au poste de police pour obtenir mes informations. Il est même venu me voir à mon travail. J'étais tellement effrayé que j'ai simplement fait semblant que tout allait bien. Je lui ai dit que mon copain voulait que je coupe les ponts avec lui parce qu'il était en colère à cause de ce qui s'était passé, ce qui était vrai, mais aussi parce que je voulais qu'il sorte de ma vie. Je ne savais pas comment il réagirait si je le lui disais directement. Cependant, Nicolas a insisté qu'il m'aimait, qu'il pourrait être mon amant, que mon copain n'avait pas besoin de le savoir. Il était obsédé par moi et ne le cachait plus. Il me disait comment il voulait coucher avec moi, comment nous serions un couple parfait, comment il serait le père de mes enfants. Il passait de « je serai un mari idéal » à « je suis un morceau de merde » en quelques secondes. Je l'ai de nouveau repoussé, l'ai bloqué, échangé mes comptes, etc. J'ai eu peur quand j'ai commencé à recevoir des appels de numéros inconnus. J'étais terrifié à l'idée de voir n'importe qui s'arrêter sur une moto près de mon appartement. J'avais peur de sortir de chez moi pour aller travailler. Le confinement dû à la pandémie a été un soulagement pour moi, vraiment, et je n'ai plus entendu parler de lui pendant des mois. Puis, j'ai cassé mon téléphone. Je savais que je pouvais transférer tous mes numéros d'un téléphone à un autre, mais je ne savais pas si cela débloquerait les numéros bloqués. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Nicolas. Il m'a dit qu'il avait divorcé de sa femme et qu'il m'aimait toujours, qu'il voulait se marier avec moi. Il s'est excusé de m'avoir fait croire que je n'étais que matériau d'amante et m'a dit que j'étais bien plus que ça. Il a ajouté que mon copain ne m'aimait pas et que je méritais mieux, qu'il m'attendait. Quand il a vu que j'avais lu son message, il a dit « Enfin, je pensais que tu ne me débloquerais jamais. » Est-ce que ça veut dire qu'il m'avait envoyé ce message encore et encore, espérant qu'un jour je le verrais? Cet homme narcissique avait utilisé toutes les tactiques de manipulation qu'il connaissait. Avant même de me rencontrer en personne, il m'avait raconté comment il avait appris ses compétences pour jouer avec les criminels, les pousser à dire la vérité et à avouer leurs crimes. Heureusement, j'avais déjà été en couple avec un homme manipulateur auparavant, donc je connaissais les signes. Essentiellement, Nicolas n'était pas habitué à ne pas obtenir ce qu'il voulait. Il était séduisant, riche, intéressant, et il le savait. Je l'ai bloqué à nouveau et nous avons déménagé quelques mois plus tard. J'espère vraiment qu'il ne réussira pas à obtenir cette nouvelle adresse. Je crois que le dernier geste de Nicolas a été d'essayer de pirater mon compte Instagram car j'ai reçu une notification indiquant que quelqu'un dans sa ville avait tenté de se connecter à mon compte. Heureusement, depuis cet incident, rien d'autre ne s'est passé. Je prie pour que cela continue ainsi.
Je m'appelle Antonio. J'ai été policier pendant plus de 15 ans dans une petite ville du sud-est des États-Unis. Au cours de ma carrière, j'ai été témoin de situations qui auraient empêché n'importe quelle personne normale de dormir. Cambriolage, bagarres de rue, accidents déchirants et une infinité de tragédies quotidiennes qui, avec le temps, ont endurci mon cœur. Il est difficile de ne pas devenir un peu insensible quand on est confronté à la misère humaine jour après jour. Mais il y a des choses auxquelles tu ne peux pas échapper, peu importe à quel point tu crois être fort. Il y a des moments qui te marquent à jamais, qui restent ancrés dans ton esprit comme un cauchemar récurrent dont tu ne te réveilles jamais. Cette histoire que je vais raconter n'est pas juste un événement isolé dans ma vie, c'est l'événement qui a tout changé. C'est quelque chose qui continue de me hanter, un fardeau que je porte avec moi même maintenant, des années après. Je me réveille encore en pleine nuit avec le son du coup de feu résonnant dans ma tête, l'écho de cette décision finale. Car, bien que j'ai fait ce que je devais faire, bien que j'ai sauvé une vie, ce qui s'est passé cette nuit-là m'a volé une partie de moi que je ne pourrai jamais récupérer. Cet après-midi-là semblait être comme n'importe quel autre. Mon partenaire, Luis, était malade et je devais patrouiller seul, quelque chose que j'avais déjà fait de nombreuses fois auparavant. Les rues étaient calmes. Le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, et l'air du soir apportait avec lui une calme trompeur. Je conduisais dans les rues principales de la ville, observant comment les ombres des bâtiments grandissaient à mesure que la nuit avançait. Je savais qu'à tout moment, les appels de routine allaient commencer à arriver. Des troubles domestiques, des bagarres dans les bars, des choses qui arrivent quand le soleil se couche et que l'obscurité fait ressortir le pire chez les gens. Cependant, cette nuit-là fut différente. Tout a commencé par un appel d'urgence qui a brisé le silence. La voix de l'opératrice semblait plus urgente que d'habitude, ce qui m'a immédiatement mis en alerte. « Code 1032, rue Oak, numéro 27 », dit-elle. « Possibilité de violence domestique. Un homme a été signalé pour comportement violent. Il y a une mineure en danger. Assistance immédiate nécessaire. » Rue Oak, numéro 27. Je savais exactement où se trouvait cette maison. C'était une vieille maison en bois, un peu éloignée des autres maisons du quartier, entourée d'arbres hauts et sombres qui laissaient à peine passer la lumière. La maison avait toujours eu une atmosphère lugubre, comme si quelque chose en elle n'allait jamais bien. Je ne connaissais pas personnellement les résidents, mais dans une petite ville, les histoires circulent vite. On disait que la famille qui y vivait, un homme et sa petite fille, avaient des problèmes. Personne ne savait avec certitude ce qui se passait à l'intérieur de cette maison, mais les gens disaient toujours que quelque chose de bizarre s'y passait. Cependant, jusqu'à cette nuit-là, je n'avais jamais eu de raison de m'inquiéter vraiment pour eux. En conduisant vers la maison, il n'y avait pratiquement pas de circulation, et cela n'a fait qu'augmenter la tension qui s'accumulait dans ma poitrine. Mes mains étaient fermement agrippées au volant, et mon esprit tournait, essayant de se préparer à ce que j'allais découvrir. Je savais que les cas de violence domestique pouvaient être imprévisibles. J'avais déjà été dans des situations où l'agresseur se retournait contre la police, où la tension était si forte qu'il suffisait d'une étincelle pour que tout explose. Mais ce qui m'inquiétait le plus, ce n'était pas l'homme dont on m'avait parlé, mais la petite fille, la mineure en danger. La phrase résonnait sans cesse dans ma tête. Mineure en danger. Ce que je découvrirais là-bas, je devrais l'affronter avec la plus grande prudence. Je suis arrivé à la maison en moins de 10 minutes, mais pendant ce court trajet, mon esprit n'arrêtait pas de penser à des scénarios possibles. En garant la voiture de patrouille, j'ai éteint les phares pour ne pas alarmer plus qu'il ne le fallait. Je suis descendu rapidement et j'ai marché vers l'entrée, m'assurant de garder ma main près de mon arme, au cas où les choses dégénéreraient. La porte d'entrée était entr'ouverte, et c'était déjà un mauvais signe. Les poils sur ma nuque se sont hérissés à mesure que je m'approchais. Tout était trop silencieux. Un silence anormal, interrompu seulement par le craquement du gravier sous mes bottes. « Police !» ai-je crié d'une voix ferme en poussant la porte. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» L'écho de ma voix s'est perdu à l'intérieur de la maison. Personne n'a répondu. À l'intérieur, le désordre était évident. Des meubles renversés, du verre brisé éparpillé sur le sol, des rideaux déchirés suspendus aux fenêtres comme s'ils avaient été arrachés dans un accès de rage. L'atmosphère était lourde, une odeur épaisse d'alcool et de sueur imprégnait l'air. Mais il y avait autre chose, une odeur métallique que j'avais du mal à identifier au début. J'ai fait quelques pas à l'intérieur, mes bottes crissant sur les éclats de verre.
Mon pouce accélérait à chaque pas que je faisais, mon regard parcourant la pièce à la recherche du moindre signe de vie. C'est alors que je l'ai entendu, un son étouffé, à peine audible, venant du fond de la maison. C'était un sanglot, doux mais déchirant, comme si la personne qui le produisait était au bord du désespoir. Sans perdre une seconde, je me suis dirigé vers l'endroit d'où provenait le bruit, me déplaçant aussi vite que possible, sans faire trop de bruit. En arrivant dans le couloir, je l'ai vu. Dans la pénombre, je pouvais distinguer la silhouette d'un homme, debout, à l'entrée de ce qui semblait être le sous-sol. Il était grand et corpulent, et bien que son dos soit tourné vers moi, je pouvais voir ses épaules se soulever et s'abaisser à chaque respiration lourde qu'il prenait, comme un animal acculé. Devant lui, juste au bord des escaliers, se trouvait la petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Son petit corps était recroquevillé, ses yeux grands ouverts, remplis de peur. Sa respiration était rapide, saccadée, comme si elle ne pouvait pas contrôler la panique qui l'envahissait. Mon cœur battait fort dans mes oreilles, mais je suis resté calme. Du moins, j'ai essayé. « Halte là !» ai-je crié, ma voix plus ferme que je ne me sentais à l'intérieur. « Police, lâchez votre arme et éloignez-vous de la petite !» L'homme s'est lentement retourné, comme s'il n'avait à peine entendu mes paroles. Dans sa main droite, il tenait une bouteille brisée, les éclats de verre reflétant la faible lumière qui entrait par les fenêtres. Ce qui m'a le plus glacé le sang, c'était son regard. C'était le père de la petite, mais ses yeux ne montraient pas la moindre trace d'humanité. Il n'y avait ni colère, ni tristesse, ni même peur. Juste une indifférence froide, comme si ce qu'il s'apprêtait à faire était la chose la plus normale du monde. « Ne te mêle pas de ça », a-t-il dit d'une voix calme et effrayante. « C'est entre elle et moi, elle m'appartient. » Le froid de ses paroles m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je savais que j'avais affaire à quelqu'un qui avait complètement perdu le contrôle, quelqu'un qui ne raisonnait plus, quelqu'un pour qui les supplications ou les avertissements n'auraient aucun effet. Et la petite ? Mon Dieu, la petite fille n'était qu'à quelques centimètres d'être blessée d'une manière que je ne voulais pas imaginer. « Laissez-la partir », lui ai-je ordonné, sortant lentement mon pistolet, gardant mon regard fixé sur lui, chaque muscle de mon corps prêt à réagir. Ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Lâchez-la et parlons. Mais il n'écoutait pas. Il a fait un pas de plus vers la petite fille, levant la bouteille au-dessus de sa tête. Dans ses yeux, il n'y avait qu'une seule intention claire, la blesser. Mon esprit hurlait dans un tourbillon de pensées, tandis que mon doigt glissait vers la gâchette. « Ne fais pas ça », ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui. Mais je savais déjà qu'il allait le faire. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'homme leva la bouteille plus haut, prêt à frapper la petite. J'ai tiré. Le coup de feu retentit dans l'espace confiné, comme si l'écho rebondissait contre les murs, amplifié jusqu'à remplir le couloir. J'ai vu le corps de l'homme se tendre avant de s'effondrer au sol, lâchant la bouteille qui tomba avec un bruit sourd à côté de lui. Un silence absolu suivit, presque irréel. La petite fille ne bougea pas. Elle était complètement figée, ses yeux toujours rivés sur l'endroit où se tenait son père quelques instants plus tôt. Je m'approchai d'elle avec précaution, en rangeant mon arme avec des mains tremblantes. « Ça va, tu es en sécurité maintenant », lui chuchotai-je, essayant de paraître plus calme que je ne l'étais en réalité. Elle tremblait encore, ses yeux grands ouverts, remplis de terreur et de confusion. Je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour la convaincre de me laisser la prendre dans mes bras et la sortir de cette maison. Une fois à l'extérieur, l'air frais de la nuit me frappa le visage, mais il n'y eut aucun soulagement. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. J'avais sauvé une vie, mais rien ne pouvait effacer ce qui venait de se passer. En portant la petite jusqu'à la voiture de patrouille, je me rendis compte que la sensation de soulagement que j'espérais ne venait pas. Mon corps était tendu, comme si je m'attendais à ce que quelque chose d'autre tourne mal. La petite ne disait toujours rien, se contentant de trembler dans mes bras, incapable de parler ou même de pleurer. Il n'y avait ni cris ni larmes, seulement ce silence angoissant qui vous ronge de l'intérieur lorsque vous savez que quelqu'un est en état de choc. Les renforts arrivèrent en quelques minutes, mais pour moi, ces minutes semblaient interminables. Les lumières rouges et bleues des sirènes éclairaient le quartier désert, donnant une atmosphère presque surréaliste à la scène. Les ambulanciers se précipitèrent vers nous et je confiai la petite fille à l'un d'eux, espérant que son cauchemar prendrait fin ici.
Ils l'examinèrent et la montèrent dans l'ambulance, mais avant qu'ils ne partent, la petite fille tourna la tête et me regarda droit dans les yeux. Ce regard, je l'ai encore gravé dans ma mémoire. C'était un mélange de gratitude et de confusion, comme si elle ne savait pas si elle devait être soulagée ou effrayée. Pour elle, l'homme qui venait de lui sauver la vie était aussi celui qui venait de lui enlever son père. Je restais là, debout à côté de la voiture de patrouille, observant l'ambulance s'éloigner, emportant la petite avec elle. J'aurais voulu la suivre, m'assurer qu'elle allait bien, mais mon travail n'était pas terminé. Il me restait encore à affronter ce qui s'était passé dans cette maison. Les détectives étaient déjà à l'intérieur, documentant la scène, et je savais qu'à un moment donné, je devrais franchir de nouveau ces portes. Un des détectives, un type grand et costaud appelé Miller, s'approcha de moi en allumant une cigarette. Son visage était dur, impassible, mais ses yeux montraient une certaine compréhension. Il savait que la situation avait été difficile, que j'avais dû prendre une décision que personne ne devrait avoir à prendre. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il, en soufflant une bouffée de fumée dans l'air froid de la nuit. C'était une question simple, mais à ce moment-là, je n'avais pas de réponse claire. Je me sentais vide. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais sauvé une vie, mais le poids d'avoir pris une vie, même pour en protéger une autre, m'écrasait. « Ça va », ai-je répondu automatiquement, même si, au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Miller hocha la tête, mais ne poussa pas plus loin. Il savait que ce qui venait de se passer me marquerait d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer à ce moment-là. « Ils vont vouloir te parler à l'intérieur, juste pour éclaircir les faits, » dit-il en désignant la maison. Je pris une grande respiration et acquiesçai, sachant que je ne pouvais pas repousser l'inévitable. À pas lourd, je me dirigeais vers la porte de la maison, où les lumières des détectives et les flashs des appareils photo médico-légaux illuminaient chaque recoin. En franchissant le seuil, l'odeur que j'avais déjà perçue plus tôt me frappa de nouveau. La sueur, l'alcool et ce léger parfum métallique que je pouvais maintenant clairement identifier comme étant celui du sang. Le corps de l'homme, le père de la petite, gisait toujours sur le sol, recouvert d'un drap blanc. Bien que j'ai vu des cadavres de nombreuses fois au cours de ma carrière, cette scène me frappa différemment. Ce n'était pas un criminel ordinaire, un inconnu qui avait franchi une ligne de la loi. C'était un père, quelqu'un qui avait été tout pour cette petite fille à un moment donné, avant que sa propre folie ne le consume. L'un des légistes souleva brièvement le drap pour prendre plus de photos du corps, et pendant un instant fugitif, je revis son visage. Ou du moins, ce qu'il en restait. La balle l'avait touché en plein cœur, exactement là où j'avais visé, et c'est alors que je réalisais quelque chose que je n'avais pas envisagé avant. J'avais tué un homme, mais au lieu de ressentir le soulagement d'avoir fait ce qu'il fallait, tout ce que je ressentais, c'était une profonde tristesse. L'interrogatoire fut bref. Les détectives savaient ce qui s'était passé. Les preuves étaient claires. J'avais agi en légitime défense et en protection de la petite. Cependant, par protocole, on me retira temporairement mon insigne et mon arme pendant que l'enquête interne se poursuivait. Je savais que c'était une procédure standard, mais quand ils m'enlevèrent mon insigne, j'eus l'impression qu'on m'arrachait une partie de mon identité. J'avais toujours été le type de policier qui essayait d'éviter la violence à tout prix, qui croyait à résoudre les problèmes en parlant, à désamorcer les situations. Mais cette nuit-là, il n'y avait pas eu de temps pour cela. Il n'y avait pas eu d'autre option. Ce soir-là, je fus renvoyé chez moi, mais je ne pouvais pas dormir. Je restais assis dans le noir, repassant chaque instant dans ma tête. Le bruit du coup de feu, la chute de l'homme, la petite fille terrifiée. Je n'arrivais pas à me sortir ces images de l'esprit. Je me demandais ce que j'aurais pu faire d'autre. Et si j'avais trouvé un autre moyen de l'arrêter ? Et si j'avais réussi à lui parler, à le faire revenir à la raison avant que tout ne dégénère ? Mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait pas eu d'autre choix. L'homme était déterminé à faire du mal à sa fille, et j'avais fait ce que tout policier aurait fait à ma place. Les jours suivants furent une tempête d'émotions. Mes collègues au commissariat me soutenaient, me disaient que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais sauvé une vie. Mais leurs paroles ne pouvaient alléger le fardeau que je ressentais. On m'obligea à consulter un psychologue, comme c'était la procédure dans ce genre de situation. Mais les séances me rendaient frustré. Le psychologue me posait des questions sur ce que je ressentais, sur mes émotions, sur les cauchemars récurrents qui commençaient à me tourmenter. Et bien que je veuille être honnête, que je veuille m'ouvrir, une partie de moi ne le pouvait pas.
J'avais l'impression que si j'admettais à quel point cela m'avait affecté, cela signifierait que je n'étais pas fait pour ce métier, que je n'étais pas assez fort pour affronter les ténèbres qui accompagnent le fait d'être policier. Et puis, il y avait les rêves. La nuit, lorsque je réussissais enfin à fermer les yeux, le visage de la petite revenait me hanter. Dans mes cauchemars, elle n'était pas une enfant terrifiée, mais une enfant qui me regardait avec haine, comme si elle me reprochait ce qui s'était passé. Son regard perçant me poursuivait, et peu importe à quel point j'essayais de fuir, elle était toujours là, me rappelant que, même si j'avais sauvé sa vie, je lui avais enlevé son père. L'enquête interne, comme on pouvait s'y attendre, a conclu que j'avais agi conformément au protocole. Ils m'ont rendu mon insigne et mon arme, mais à ce moment-là, quelque chose en moi avait déjà changé. Je n'étais plus le même policier qu'avant cette nuit. Quelque chose s'était brisé en moi, et même si je continuais à patrouiller les rues, à répondre aux appels et à faire mon travail, je sentais qu'une partie de moi était restée dans cette maison, rue Oak, aux côtés du corps de l'homme que j'avais tué. Au fil des mois, les gens ont cessé de parler de l'incident, et pour la plupart des gens, cela est devenu un événement tragique de plus, un cas qui serait éventuellement oublié. Mais pour moi, ce n'était pas aussi simple. Chaque fois que j'entendais un appel concernant une violence domestique, une boule se formait dans mon estomac. Chaque fois que je voyais un enfant en danger, le souvenir de la petite fille dans cette maison revenait m'envahir. Et bien que je continuais de faire mon travail, chaque jour était une lutte intérieure. Finalement, j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer ainsi. J'ai demandé une longue pause et je me suis éloigné du service pendant un certain temps. Je ne pouvais plus patrouiller les rues sans sentir que je manquais à mon devoir, sans sentir que j'avais perdu quelque chose d'essentiel en moi. Au lieu de protéger et servir, j'avais l'impression d'être devenu quelqu'un qui réagissait simplement, quelqu'un qui répondait à la violence par la violence. Des années ont passé depuis cette nuit-là, mais le souvenir est toujours aussi vif qu'à l'époque. Je ne suis plus le même policier que j'étais autrefois, et probablement, je ne le serai jamais de nouveau.